c'est en renforçant les femmes, les droits des femmes, en contribuant à une meilleure information et éducation, que nous favorisons aussi un islam plus modéré et une ouverture dans toutes ces sociétés dont Mme Etaïb vient de parler. J'ai maintenant le plaisir d'introduire M. Louis-Georges Tin, qui est le fondateur de la Journée internationale contre l'homophobie. C'est en 1997 que l'écrivain et académique Louis-Georges Tin a créé sa première homonormalité, une association d'étudiants gays et lesbiens. En 2003, il a publié le Dictionnaire de l'homophobie, un ouvrage collectif de 25 chercheurs. Ce dictionnaire l'a mené à lancer la Journée internationale de l'homophobie, une journée qui a désormais lieu tous les 17 mai et qui combat l'homophobie sous toutes ses formes. Monsieur Tin, je vous invite à venir vous adresser à nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour. Il fait nuit déjà ici. Alors, je commencerai par une anecdote. En effet, lorsque cet ouvrage, j'avais l'impression qu'on pouvait chaque fois remplacer le mot homosexuel par le mot juif. Et je crois qu'il avait raison. Justement, dans le cadre de ces négociations pour préparer la conférence de Genève, il y a eu des tractations pour savoir ce qu'on pouvait mettre à l'ordre du jour, à l'agenda. Et lorsque certains pays exigeaient, à juste titre, qu'il n'y ait pas d'accusation spécifique contre un pays, en l'occurrence Israël, qu'il n'y ait pas d'antisémitisme, c'est le moins qu'on puisse exiger. D'autres disaient, mais alors, excluons de l'ordre du jour les questions gays et lesbiennes. Donc en gros, certains disaient, vous ne pouvez pas attaquer les homosexuels, et d'autres disaient, mais vous ne pouvez pas attaquer les juifs. Et finalement, dans ce drôle de marchandage, on a exclu les homosexuels de l'agenda de la lutte contre les discriminations. Bien sûr, c'est regrettable. Ça me permet de saluer d'autant plus les organisateurs de ce colloque qui n'ont pas oublié dans l'agenda de la lutte contre les discriminations la question des femmes, bien sûr, et les questions gays et lesbiennes qui sont en effet très proches. Je remercie aussi du coup, par la même occasion, Irwin Cotler qui, en tant que ministre, a rappelé le combat du Canada pour l'égalité, justement, y compris dans ce domaine. Le mariage gay, par exemple, a été voté à cette époque. Et le Canada fait partie, avec l'Afrique du Sud et de quelques autres pays, de ceux qui avancent dans le monde. Alors, quelques anecdotes encore. Kiyimba Brown, qui est un pasteur en Ouganda, était en train de célébrer une messe dans son église lorsqu'il a été arrêté par la police et on lui reprochait d'être homosexuel. Il risquait 14 ans de prison. Il a réussi à soudoyer les geôliers. Il a dû partir pieds nus, rejoindre le pays voisin et venir en Europe. Une autre histoire, l'évêque de Yaoundé, évêque catholique, qui le 25 décembre 2006, pour célébrer la nativité, Noël, a centré son homélie sur le rôle, selon lui, des homosexuels dans la corruption en Afrique, dans le déficit public et dans la pauvreté. À la suite de cela, il a également publié une liste d'homosexuels, selon lui, une liste très très large. On trouvait toutes sortes de personnalités très connues, homosexuelles ou pas, on ne sait pas. Cette liste a été publiée dans les journaux. Les journaux en ont fait leur chou gras. Ces journaux ont été tellement vendus qu'on faisait des photocopies de ces listes qui se vendaient plus cher que les journaux, et des agressions ont suivi. Dans la rue, quelqu'un avait l'air homosexuel et il était agressé, qu'il fasse partie de la liste ou pas. Voilà un peu comment on a fêté Jésus à Yaoundé le 25 décembre. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent. On parle d'Ahmadinejad, rappelons aussi que dans son pays, les homosexuels sont pendus bien souvent, et il disait à Washington il y a quelques mois, il n'y a pas d'homosexuels en Iran. Je crois qu'il voulait dire il n'y en aura bientôt plus.
ce qui n'est pas exactement la même chose. Aussi, en Arabie Saoudite, 1er janvier 2002, pour bien commencer l'année, des décapitations d'homosexuels ont eu lieu. On pourrait continuer longuement ce triste catalogue. Mais je ne suis pas là pour cela seulement. En gros, si on veut faire un peu le panorama de l'homophobie dans le monde, il faut donc distinguer 3 types de phénomènes. Tout d'abord, la pénalisation. La pénalisation qui demeure en vigueur dans à peu près 80 pays à travers le monde. Et dans une dizaine de pays, c'est la peine de mort qui est appliquée, principalement des pays où s'applique justement la charia. Ensuite, il faut noter que cette pénalisation est liée souvent à l'héritage colonial. Par exemple, les sodomy laws, qui existent bien souvent dans les pays de colonisation anglophone, sont aussi le résultat de l'histoire coloniale, de sorte que l'homophobie des pays du Nord a rencontré une certaine homophobie des pays du Sud. Également, certaines traditions religieuses, lorsqu'elles sont fondamentalistes, intégristes, et justement, on a entendu quelques aspects de cela, eh bien, ces traditions fondamentalistes qui, généralement, persécutent les femmes, persécutent les homosexuels, les deux choses sont liées. Ce n'est pas un hasard si les personnes les plus homophobes sont souvent les plus sexistes, et vice-versa. Alors, il est aussi clair que cette pénalisation est renforcée dans les pays où il n'y a pas de débat démocratique. Si vous faites la carte des dictatures et la carte de la pénalisation, vous verrez qu'elles se superposent souvent, parce que quand il n'y a pas de débat démocratique, les expressions diverses ne peuvent pas s'exprimer, bien entendu. Donc cela facilite l'homophobie. Donc la pénalisation, c'est le premier phénomène qu'il faut analyser. Le deuxième, c'est la discrimination. La discrimination qui, évidemment, s'exerce dans beaucoup de pays, pour ne pas dire tous, dans quantité de domaines, dans le domaine du travail, dans le domaine du logement, dans le domaine de la famille aussi. Quelque chose qui heurte beaucoup de gens souvent. Moi, je travaille dans la lutte contre les discriminations en général. Je suis très sensible à l'ensemble des causes. Je lutte aussi pour la cause noire. Et je dis très souvent, il fut un temps où les mariages entre noirs et blancs étaient interdits. Voilà. Était-ce du racisme? Je crois que oui. Il fut un temps où les mariages, par exemple, entre juifs et allemands, n'étaient pas permis. Il fallait préserver la race allemande. Était-ce de l'antisémitisme? Je crois que oui. Il y a des pays où les femmes ne peuvent pas se marier librement, parce que les mariages sont forcés. Est-ce du sexisme? Je crois que oui. Eh bien, il y a des pays où les homosexuels ne peuvent pas se marier librement. Est-ce de l'homophobie? Je vous laisse réfléchir à cela. Après la discrimination, troisième concept, la stigmatisation. Ce n'est pas exactement la même chose. La discrimination, c'est un traitement objectif, donc dans le droit, dans le travail. La stigmatisation, c'est le regard que l'on porte sur les autres. C'est une chose extrêmement subtile et qui n'est pas moins grave que le reste. Tous ces 3 phénomènes sont liés, mais ils sont à distinguer. La stigmatisation, c'est donc le jugement négatif que l'on porte sur les uns et les autres en fonction de leur sexe, de leur genre, de leur religion, de leur race vraie ou supposée, etc., etc. Et ce n'est pas moins grave et ce n'est pas moins mortifère. Effectivement, la stigmatisation dans le domaine de l'homophobie est par exemple ce qui conduit très souvent à la dépression et au suicide. Et je veux parler notamment des jeunes lesbiennes ou gays. Parce que c'est probablement ce qui distingue le plus l'homophobie des autres formes de discrimination. Je veux dire par là qu'au fond, si raciste que soit le milieu où il vit, un jeune noir, par exemple, grandit en général dans une famille où sa différence n'est pas problématique, puisqu'en général, il n'est pas différent justement de sa famille. Donc, bien sûr, vous êtes à Soweto en 1950, un jeune noir subit le racisme général de la société où il vit, mais il est protégé en partie par sa famille.